Bonsoir, bienvenue à cette 16e émission de Explore ton centre. On commence à avoir des chiffres conséquents. J'ai ce soir comme invité Denis Quévillon, qui est donc un des anciens de Shambhala Montréal, très actif, que j'ai connu moi, quand je suis arrivé, tu étais pratiquer l'étude, c'est mes souvenirs sans doute. Et voilà, puis après, on s'est suivi, poursuivi, perdu, retrouvé. Bon. Donc, je vais le laisser se présenter tout seul, selon ma vieille habitude de ne pas prendre de risques concernant ma survie. Et donc, bienvenue Denis. D'abord, merci d'avoir accepté de te prêter à cet exercice sur le grill et puis d'avoir le courage d'affronter la foule qui est devant nous. Voilà. Oui. Je te laisse la parole. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, mon nom est Denis Quévillon et puis je suis membre du centre depuis belle lurette. Et puis, d'après moi, selon mes archives, mon arrivée au centre Shambhala arrive en 1989, mais peut-être un peu avant. C'est après la naissance de mon premier fils, Alexandre, en 84. J'ai commencé à avoir un peu de curiosité par rapport au Dharma, aux enseignements bouddhistes. J'ai 66 ans et j'ai commencé en faisant un niveau 1 à Montréal, au centre Shambhala. Mais avant ça, avant la naissance d'Alexandre, j'avais une pratique de musique. J'étais guitariste classique. Et puis j'avais un élève qui était un pratiquant zen. Et ça m'intéressait, je trouvais ça exotique, mais en même temps un peu mystérieux. Puis il m'a prêté un livre. Que j'ai lu. Et puis j'ai absolument rien compris. Mais rien du tout. C'était comme du chinois pour moi. On avance un peu dans le temps et puis par pur hasard, je suis chez des amis et à Val d'Or, assez loin. Et puis on parlait de l'état du monde et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer le monde. Et puis mon ami me parlait de la voie sacrée du guerrier de Chogyam Trungpa. Et que je me suis procuré dès que possible. Je l'ai lu et j'ai été accroché. J'aime dire que c'est un chef-d'œuvre de la littérature spirituelle. J'appose mon nom en bas de cette affirmation. C'est un livre qui a vraiment changé la vie de plusieurs personnes sur notre planète, dont moi. Et puis, peu après ça, j'ai fait mon niveau 1 Shambhala, qui à l'époque s'appelait la magie ordinaire. Et puis, c'est une aventure qui n'a pas cessé depuis. J'étais au centre qui était sur la rue Saint-Laurent, dans l'édifice Cooper. Et puis, j'ai fait mon niveau 1 et puis j'ai été surpris par la quantité de méditation qu'on devait faire. Moi, je m'attendais à ce qu'on était pour parler. Mais il y avait un peu de discussion, mais c'était plus de la méditation que d'autres choses. Mais au-delà de tout ce qui a été dit lors de ce niveau 1, qui est une mini-retraite, soit dit en passant d'une fin de semaine, au-delà de tout ce qui a été dit, ce qui m'avait marqué surtout, c'était l'environnement. Il y avait quelque chose dans l'environnement qui était un peu différent. Il y avait au niveau des sons, des odeurs, des rituels, des protocoles, au niveau de la technique de méditation comme telle, qui m'ont fait dire, OK, je suis arrivé dans un endroit où je vais pouvoir
continuer à cultiver cette pratique spirituelle. Et puis, ben, je ne pensais pas année après année. J'ai pris refuge au début des années 90 avec Sakyong Mitam Rinpoche. Et l'année suivante, le vœu de Bodhisattva. Alors, le vœu de refuge, c'est le vœu officiel où on décide de devenir bouddhiste. Et le vœu de Bodhisattva, c'est une prolongation un peu de ça, dans le sens que on prend un vœu de dédier notre vie au bien-être de tous les êtres. Alors ça, c'était, on parle de peut-être 92, 93, et aussi avec Sakyong Mitam Rinpoche. Et puis, ça a continué comme ça. J'ai fait plusieurs programmes. J'ai complété le cheminement, soit dit Shambhala, qui à l'époque était un peu plus séparé. On avait comme la voie Shambhala et la voie bouddhiste, et qui a culminé en 2003 avec l'Assemblée Kalapa, qui était les enseignements ultimes de l'enseignement Shambhala, et qui, par peu hasard, était la dernière Assemblée Kalapa qui a eu lieu. Et c'était l'Assemblée Kalapa où le Sakyong, où Rinpoche a formellement présenté sa vision d'un bouddhisme Shambhala. C'était une retraite de 10 jours qui avait lieu à Dorje Denmaling, en Nouvelle-Écosse. Et puis, il y avait probablement 450 participants, si pas plus, et qu'on était dans des tentes. Et pendant les 10 jours de la retraite, il y a peut-être eu 2 journées et demie où il y a eu une éclaircie sans pluie. Alors, c'était vraiment, on a été baignés littéralement dans les enseignements, mais aussi par l'eau. Alors, les tentes coulaient. Quand je regarde mes textes de l'époque, il y a les taches d'eau et tout ça. Mais sérieusement, encore une fois, malgré tout ça, l'environnement qui était cultivé, la façon que les enseignements étaient présentés, la camaraderie aussi, lorsqu'on fait des programmes de ce genre ou des retraites de ce genre. Alors ça, c'était en 2003. Et puis, évidemment, je n'ai jamais abandonné le parcours bouddhiste. Pour moi, c'était vraiment impliqué l'un dans l'autre. Il n'y avait pas de différence. Alors, j'ai continué à ce niveau-là. Et j'ai continué avec mon professeur, que j'ai choisi comme maître lors de l'assemblée, le séminaire Vajrayana, qui est l'assemblée de la, comment on appelle ça aujourd'hui? L'assemblée du monde sacré. Oui, absolument. Et puis, depuis ce temps-là, je continue à étudier avec Rinpoche jusqu'à tout récemment. Il continue à enseigner et je poursuis ses enseignements. J'ai trouvé un vrai maître et puis je suis quelqu'un de loyal à la base. Alors, depuis mon vœu de refuge en 1991, ça ne s'est pas démenti. Et puis, je continue à étudier avec mon maître, mon gourou, Sakyong Mitam Rinpoche. Est-ce que j'ai oublié des bouts ou je ne connais pas tous tes bouts. Ah, ouais. Mais est-ce que c'est, à travers tout ce parcours, est-ce que ça correspondait à ce que tu attendais de cette lignée, ou est-ce qu'il y a, d'un côté, tu as trouvé des choses que tu n'attendais pas, qui t'ont été extrêmement bénéfiques, puis de l'autre côté, des choses qui t'ont rendu un peu plus tiède sur certains aspects? C'est une excellente question, parce qu'on entre dans un cheminement spirituel avec notre bagage, et aussi notre bagage d'attente.
Mais s'il y a quelque chose que j'ai perçu au niveau de Trungpa assez tôt, c'était de laisser tomber les attentes, laisser tomber l'espoir, que c'était sans issue, que le tapis était pour être tiré sous nos pieds. Et puis, heureusement que j'ai eu cette intuition assez tôt, parce que ça m'a sauvé un peu d'agonie, là, de pouvoir chercher. Parce qu'il y a eu aussi une chose que Trungpa appelait le matérialisme spirituel, où on fait du magasinage, où on essaie de trouver une voie spirituelle qui correspond justement à quelles sont nos attentes. Et puis ça, c'est une quête, oui, c'est un piège, puis une quête qui n'est pas d'issue. Alors, effectivement, c'est un piège. Alors, c'est bon de trouver un maître authentique et de poursuivre les enseignements. Parce que Dharma, ça veut dire vérité, et la vérité, lorsqu'elle se présente, lorsque quelqu'un m'a déjà dit ça, il dit, Denis, il faut que tu écoutes. Alors, des fois, on avait des présuppositions, des préjugés, et puis c'est bon d'avoir un peu de modestie, d'humilité pour recevoir les enseignements. Puis il y a une analogie dans les enseignements bouddhistes où le contenant, s'il y a un trou dans le fond, ben, il ne retiendra pas les enseignements. S'il y a une fissure dedans, ça ne retiendra pas l'eau. Mais par le fait même, le contenant doit être sain et ouvert et réceptif à recevoir les enseignements. Et puis ça, c'est une leçon d'une vie. C'est une leçon d'une vie parce que la vérité, des fois, elle est trop simple et au-delà un peu de notre compréhension. Et j'aime toujours dire que pour quelqu'un qui serait un peu éveillé sur la voie spirituelle, dès le niveau 1, il comprendrait tout du premier coup parce que tout est là dans le niveau 1. Mais ça prend le niveau 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en passe avant qu'on arrive à développer cette réceptivité, cette humilité aussi pour pouvoir recevoir les enseignements et d'entendre ce qui est dit. Alors, c'est une question d'attitude beaucoup. Et aussi par rapport à ce que tu disais concernant le vœu de Bodhisattva, c'est-à-dire d'avoir une pratique qui soit aussi orientée vers la communauté, puis au-delà de la communauté, vers les êtres sensibles, comme on les appelle. Qu'est-ce que ça a changé à la fois dans ta vie personnelle et professionnelle, mais aussi dans ta vie, ton engagement par rapport au groupe qui t'a donné, enfin, cette communauté dans laquelle tu es rentré, et qu'on appelle la Sangha, et qui t'a donné ces enseignements à travers bon, tu as parlé du Sakyong Dipa, donc le maître, mais il y a au-delà du maître, il y a aussi, enfin en deçà plutôt du maître, il y a aussi tout un groupe, toute une communauté. Ouais. Alors, les deux côtés. Oui, les trois joyaux, évidemment, c'est le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Le Bouddha qui est vraiment l'incarnation de l'éveil. Le Dharma, c'est les enseignements comme tels. Et la Sangha, c'est la communauté. Puis la communauté comme telle, souvent, on aime dire que, bon, ben, on a la communauté qu'on mérite. Et puis, souvent, c'est l'endroit où des fois, on peut recevoir des feedbacks qui peuvent être un peu choquants, troublants pour l'ego. Alors, c'est un bon gymnase pour user un peu la sandale de l'ego. Étant boulimique de nature, je te dirais que j'ai plongé à bras raccourcis dans tout ce qui était offert au centre comme programme, mais aussi comme volontaire pour faire pour être membre du personnel pour les niveaux. J'ai été aussi coordonnateur
chef des coordonnateurs. Alors, je dirigeais les gens qui coordonnaient les niveaux. Et j'ai aussi participé comme directeur de la pratique et études, qui était au moment où on s'est rencontrés pour la première fois, où j'ai fait un mandat de 3 ans à ce niveau-là. Alors, c'est un bon terrain pour quelqu'un qui va aspirer à être un bodhisattva. Et puis, on développe beaucoup de... on met en pratique beaucoup de générosité, on met beaucoup de discipline, d'effort. Et aussi, ça c'est la Sangha, la communauté des pratiquants. Je parlais un peu plus tôt de l'esprit de camaraderie aussi. Souvent, lorsqu'on fait des retraites de groupe, c'est dans des centres à l'extérieur de la province. Et on en parle peut-être 5-6 participants de Montréal pour aller faire le programme. Mais c'est des souvenirs qui sont impérissables. Et puis, c'est des gens aussi avec qui on a partagé les mêmes moments. On a partagé les temps niais. On a partagé les enseignements qui nous secouent dans le plus profond de notre être. Alors, on développe un genre de... C'est qu'on peut utiliser le cliché famille, mais c'est une famille où on a eu beaucoup d'aventures ensemble. Et moi, ça me touche à chaque fois. Ça me touche à chaque fois de voir le côté vulnérable des autres, mais aussi que les autres soient témoins de mon côté vulnérable. Qui, soit dit en passant, dans Shambhala, la vulnérabilité, c'est une excellente chose de pouvoir être là, tout simplement, ouvert, réceptif, vulnérable. Et en confiance. Oui. C'est la confiance qui permet de... Je crois que c'est un mot qui, pour moi, a été important. De s'autoriser à être vulnérable. Ça prend la confiance dans le groupe. Absolument, oui. Et puis la confiance naît ultimement de la satisfaction. La satisfaction de savoir que tout ce qu'on a besoin est contenu dans le moment présent. Et c'est ce qu'on cultive avec la voie de la méditation. C'est d'être dans le moment présent, instant après instant. Parce qu'on a une tendance en tant qu'être humain de vouloir un autre maintenant que celui qui est là. Et puis ça cause beaucoup de souffrance, bien entendu. Mais la société éveillée, elle est là. On peut la créer sur le champ. Ça peut être quelque chose d'instantané, mais ça ne veut pas dire utopie non plus. Alors, il faut arrêter de se plaindre, arrêter de chialer, et puis de vivre l'instant tel qu'il se présente, de vivre la réalité telle qu'elle se présente. C'est comme ça que j'ai perçu les enseignements de Chogyam Trungpa et de son fils, Yipa Rinpoché, comme quoi ils s'attendent à ce qu'on soit adulte et qu'on puisse évoluer dans la société de façon douce, bienveillante, pour pouvoir découvrir notre propre bonté fondamentale, mais aussi faire découvrir aux autres la leur, qui est, je pense que c'est un peu la mission du guerrier sur la voie de Shambhala. Alors cette caractéristique de la société éveillée qui est assez spécifique de la lignée Shambhala, tu viens d'en parler là, est-ce que sur ta présence dans le monde, je parle du monde professionnel, du monde relationnel aussi, je ne vais pas rentrer dans le monde intime, mais est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que ça a eu des incidences pratiques dans les deux sens, je veux dire?
est-ce que ça a changé ta façon d'être et d'agir dans ton monde? Ouais. Et en même temps, le fait que tu aies ce type d'attitude, est-ce que ça, en retour, ça t'a apporté des choses? Oui, oui, absolument. Je veux dire, euh, dans le monde professionnel comme tel, j'ai fait de la musique. J'ai cessé de faire de la musique après la naissance de mon premier fils. Et puis j'ai travaillé dans le monde de l'art. Et ensuite dans les corporations, dont le monde bancaire. Je peux dire que je suis entré chez Shambhala et avec la même attitude que j'avais en musique et la même attitude que j'avais dans mon monde professionnel, avec un peu d'arrogance. Et puis oui, je sais que c'est dur à croire, mais j'avais une tendance à penser savoir que je savais. Et ça m'a permis de ramollir un peu cette carapace-là, qui était ni plus ni moins un genre d'autoprotection, un genre de cocon, on pourrait dire, pour protéger un peu cette vulnérabilité. Et en faisant ça, en se rendant plus vulnérable, de pouvoir prendre les choses telles qu'elles se présentent, je me suis rendu compte qu'au niveau de mes clients ou de mes employés, que j'étais plus disponible pour eux. Que j'avais cette tendance, j'étais moins occupé à me protéger moi-même et plus occupé à créer des liens et aussi d'essayer de faire, révéler la bonté fondamentale chez les autres, qui est une chose qui sonne banale à dire, qui sonne bien facile, mais c'est pas évident. Parce que ça implique qu'on découvre notre bonté fondamentale et qu'on acquiert cette certitude dans la bonté fondamentale. Et puis Rinpoche disait que la différence entre un Bouddha et nous, c'est que le Bouddha, lui, a une certitude par rapport à sa bonté fondamentale, sa nature de Bouddha. Alors, tu parlais de confiance tout à l'heure, la confiance de pouvoir s'ouvrir, mais aussi il y a l'aspect de confiance qui naît de savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de qui on est à la base. Alors oui, ça a influencé. Dans ma vie personnelle, euh, évidemment, c'est le meilleur laboratoire pour tester un peu tout le monde, tous les mécanismes qu'on a en tant qu'être humain pour se protéger en blâmant l'autre, encore là, de construire des carapaces. Alors, peut-être que j'ai développé avec le temps un peu plus de douceur envers moi-même, envers les autres, mais aussi un peu plus de patience et puis disons, on peut voir un peu nos mécanismes à l'œuvre. C'est ce que la méditation fait, dans le fond, c'est que ça nous permet de ralentir un peu le flot généré par nos pensées pour se réaliser que ce n'est pas une construction qui est très solide. C'est une construction qui a des trous dedans et qu'on peut se permettre, encore une fois, d'être la personne qui on est. C'est correct. Trungpa disait toujours You can do it. Et puis oui, on peut le faire. Alors, dans les relations personnelles, je pense que ça fait de moi un meilleur conjoint, mais aussi un mauvais conjoint à la fois parce que c'est jamais, je dirais que c'est toujours les deux côtés d'une médaille, hein? Samsara et Nirvana. Alors oui, un jour on peut être la sainteté même, et puis l'instant suivant, en fait, une personne jalouse ou mesquine. On a tout ça en nous. Et puis, c'est le lot des êtres humains. Et puis, on n'a pas à blâmer ou à juger. C'est ce
Nathan a écrit un poème sur, parce que dans la fin des années 60, il y avait eu tout le phénomène des boat people, et puis qui étaient piratés. Et puis c'était vraiment absolument horrible ce que ces gens-là ont vécu. Mais puis Nathan, qui était un moine vietnamien, a écrit un poème comme quoi que lui-même était le pirate. Et puis il élabore comme quoi que s'il avait vécu dans les mêmes circonstances, il aurait agi de la même façon. Alors il faut reconnaître qu'on a tous un peu on a un mélange de trucs en nous. Et puis, bien qu'il y ait des choses qui puissent paraître inhumaines, ben, c'est des causes et des conditions qui font que ça aboutit de façon horrible. Mais il y a beaucoup de tendresse et de clairvoyance dans ce poème-là. Et par rapport aux différents offices que tu as remplis dans la communauté Shambhala de Montréal, donc, comme tu le rappelais, je t'ai connu comme directeur des pratiques et études, qu'on appelle maintenant pratique et éducation, mais bon, c'est une question de mots, mais des fois les mots, ça peut changer aussi la vision des choses. Qu'est-ce que... Et puis maintenant, tu t'occupes beaucoup enfin, tu es beaucoup dans l'aspect décorum aussi, culture et décorum. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça représente, en fait, comme cheminement personnel, d'être responsable des pratiques et études, et puis aussi d'être dans la culture et le décorum. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Qu'est-ce que ça apporte aux autres? À quoi ça sert? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément des gens qui pratiquent, voilà, qui connaissent. C'est quoi l'intérêt de s'intéresser à ça? À la culture et au décorum? Par exemple. Par exemple. Bon, c'est une bonne question, Jean-Luc, parce que oui, pourquoi est-ce que ça intéresserait quelqu'un? Mais je vais revenir en 1989, lorsque j'ai fait mon niveau 1. Au-delà de tout ce qui était dit, ce qui m'avait frappé, c'était l'environnement. Et l'environnement était une manifestation de la culture, cette culture de shambhalienne, qui, Chögyam Trungpa portait énormément d'attention aux détails de sa vie et de la vie de ses étudiants aussi. Et puis, Trungpa était comme une éponge. Culturellement, évidemment, il y avait sa tradition, le bouddhisme tibétain, qui était aussi nourri par la religion Bön, qui était la religion pré-bouddhisme au Tibet. Et aussi le zen. Il était marqué par étudier l'art floral, l'ikebana. Il faisait de la photo. Il a même fondé une école de photo, Mixang. Il était intéressé au développement des arts et aussi de pouvoir vivre notre vie en tant qu'œuvre d'art. Et a créé tout un programme d'enseignement sur l'art dharma. Ça, c'est l'aspect un peu culture. Mais aussi, dans toutes ces pratiques-là, il y a des formes, des protocoles, des rituels, des cérémonies qui font partie un peu du décorum de Shambhala. Et puis, Trungpa disait que le décorum, c'est la dignité et l'élégance naturelle qui n'a pas besoin d'être cultivée par la tromperie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la dignité et l'élégance naturelle, c'est inné.
Et ça n'a pas besoin d'être cultivé par la tromperie. Alors, tout ce qu'on entreprend, que ça soit par un arrangement floral, que ça soit de se préparer une tasse de thé, que ça soit d'écrire un poème, de réaliser un film ou de créer une œuvre d'art comme telle, on porte attention aux détails. Et c'est dans la façon qu'on aborde ça où le décorum se manifeste. Et lorsqu'il parle d'être sans tromperie, c'est de ne pas faire semblant. Et qu'on n'a pas besoin de faire semblant. Si on écoute la télévision, puis on regarde des politiciens à l'œuvre à la télévision sans le volume, on voit qu'il y a beaucoup de faire semblant, au-delà de ce qui est dit. Alors, dans Shambhala, c'est cette dignité et cette élégance naturelle qui ressort comme telle. C'est une forme de discipline, ni plus ni moins. C'est un peu, on a dans les enseignements Shambhala, les 4 dignités, qui sont des créatures. On parle du tigre, le lion des neiges, le garuda et puis le dragon. Et c'est comme un peu des balises sur notre voie. Et puis chaque dignité manifeste un peu les qualités aspirationnelles, dont le tigre, c'est la satisfaction qui naît du contentement, mais c'est le discernement. On parle de quoi accepter, quoi rejeter. Alors oui, on peut se préparer une tasse de thé en écoutant la télévision, lisant le journal et de faire tout croche. Ou on peut faire le choix, qui est la partie discernement, de préparer une tasse de thé. Et puis, Thich Nhat Hanh était célèbre pour ça, parce que dans beaucoup de ses ouvrages, il parle d'écouter le son de la cloche, le son du téléphone qui sonne, de quand on fait la vaisselle, Alors, cet aspect de discipline qui est d'être dans le moment présent. C'est oui, si on fait notre tasse de thé, on la fait. Si on fait une blanquette de veau, on la fait entièrement. Et on le fait avec notre dignité et notre élégance naturelle. Ce qui fait que, plus souvent qu'autrement, quelqu'un qui arrive chez Shambhala, comme c'était le cas pour moi il y a au-delà de 30 ans, ce qui marque, c'est l'environnement. Il y a quelque chose qui est transmis par ça. Et puis, je te dirais que parmi les enseignements les plus puissants que j'ai eus dans Shambhala, c'était à ces niveaux-là, à ces niveaux d'environnement. Je me souviens d'une fois, pendant une méditation marché, il y avait un rayon de soleil qui tombait sur un arrangement, un ikebana, et puis ça m'a fait complètement fondre. Alors, Shambhala a cette tendance à nous ouvrir le cœur, à nous rendre réceptifs à la magie du monde ordinaire. Et puis, ultimement, c'est un peu ça, la culture et le décorum. C'est interne, c'est externe, comment on réagit avec nos tâches de tous les jours. Mais il y a un élément de magie. Parce que lorsque on est synchronisé corps et esprit, comme le tigre, et puis lorsqu'on a une discipline joyeuse, comme le lion des neiges, le monde réagit à ça. On dit drala, qui est un terme qui veut dire au-delà de l'ennemi. Et puis les dralas, c'est un peu la magie du monde qui nous entoure. C'est le bruissement des feuilles d'un arbre, une journée d'été. C'est le chant du huard, le rire d'un enfant. Ça se manifeste partout, mais il faut être réceptif, il faut être ouvert, puis il faut être là, surtout. On n'est pas souvent là.
c'est un peu de développer cette culture du maintenant. Et puis d'en savourer chaque instant. Un bel exemple, puis c'est un exemple que tu connais particulièrement bien, Jean-Luc, c'est la cérémonie du thé. Lors d'une retraite qui s'appelait l'Assemblée des guerriers, qui est une retraite de 10 jours, il y avait une démonstration par 2 maîtres de thé, de la cérémonie de thé, et de voir la façon que c'était fait avec une telle humilité, une telle élégance, une telle grâce. C'est encore une expérience qui ouvre le cœur, comme le rayon de soleil sur l'Ikebana. Alors, c'est un peu notre façon à Shambhala de faire découvrir la bonté fondamentale chez les autres, de leur faire découvrir leur bonté fondamentale, sans pour dire qu'on découvre la nôtre, bien entendu. C'est un peu la porte ouverte vers la société éveillée, si je comprends bien ce que tu dis. C'est-à-dire que l'élégance, c'est rendre importante, y compris les choses les plus infimes, pour en faire des moyens habiles, pour aller sur la voie de l'éveil, dans la vie de tous les jours, en fait. Il y a une citation, il me semble que c'est Shogun Tongpo aussi, que ça commence dans la cuisine, où il y a un truc, je ne me souviens plus exactement comment c'est dit, mais que l'éveil commence dans la cuisine, donc par les tâches ménagères les plus... Absolument. Et si on est là, qu'on rend cet instant présent et important, ça peut devenir une voie d'éveil, parce que c'est pas la chose qui est importante, c'est la relation qu'on a avec. Absolument, absolument, oui, tout à fait. C'est ça, à Trungpa, c'est que ça se passe autour du four, l'âtre, si on veut dire que c'était hyper important de garder ça nickel, propre. C'est la même chose pour la maison, pour notre corps, de prendre bien soin de notre corps, ce qu'on met dedans, comment on bouge notre corps. C'est extrêmement important. Et puis, c'est un peu comme on dit, hein, quand quelque chose mérite d'être fait, ça mérite d'être bien fait. Et puis, cette notion de bien faire, mais c'est tout simplement de pouvoir synchroniser son corps et esprit et de faire la chose entièrement. Et puis, il y a beaucoup de joie qui sort de cette discipline. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de la réticence face à ça aussi, le décorum. Évidemment, il y a tout l'aspect, les hôtels, les épinglettes, il y a des bannières. Ça peut comme être rébarbatif à certaines personnes, mais ça, c'est de la résistance peut-être par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Mais lorsqu'on considère que c'est tout des points qui peuvent déclencher l'éveil ou attirer un peu la magie du monde ordinaire, mais ça devient plus comme une danse. Je vais utiliser le mot élégance encore. C'est très élégant. Donc, tu nous as évoqué ton parcours, on a parlé de la communauté, et puis on a parlé de la société éveillée. On va aller un cran plus loin encore. On est en train de traverser une période qui nous semble un peu épeurante, dangereuse au quotidien. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a toutes les raisons d'être très inquiet. Comment tu vois la place que nous, pratiquants Shambhala, on peut avoir dans ce processus qui commence à être global, si je veux dire, à envahir le monde, à la fois en tant que personne, mais aussi en tant que communauté. Est-ce qu'on a une place, est-ce qu'on a un rôle à jouer, que ce soit sur un plan spirituel, que ce soit sur un plan humain, que ce soit sur un plan personnel. Est-ce que tu vois un lien entre nos enseignements, notre démarche et ce qui se passe dans le monde?
définitivement. Oui. La première chose, c'est de ne pas rajouter à l'agression qui est déjà manifeste. Alors déjà de ne pas pelleter sa merde sur le tas qui est déjà là. C'est déjà une action positive. Aussi, une denrée rare dans le monde dans lequel on vit. Puis, soit dit en passant, c'est toujours l'âge des ténèbres. Hein. Il y a toujours une époque, moi en 89, c'était l'âge des ténèbres aussi. Il y a toujours quelque chose. Et puis, il faut se méfier un peu de vouloir un autre maintenant. C'est la situation dans laquelle on est. On peut chialer, brailler, crier, se mettre par terre et pleurer comme un enfant, ou bien on peut justement essayer d'arrêter de rajouter de la confusion. Puis il y a une denrée qui est extrêmement rare, je trouve, c'est la vérité. Dharma veut dire vérité. Mais est-ce qu'on peut être assez digne envers nous-mêmes et les autres pour dire les choses telles qu'elles sont, la vérité comme telle? Et puis, je pense qu'en tant que communauté spirituelle, on peut le faire, mais je pense qu'on ne peut pas s'attendre à des résultats grandioses ou des résultats spectaculaires et rapides. C'est des choses qui s'échelonnent, c'est très long. Je veux dire, le cheminement spirituel comme tel, on découvre des choses au fur et à mesure. C'est un changement lent qui s'opère, mais un changement lent qui s'opère, c'est un changement qui est durable. Et puis, avec chaque interaction, chaque personne qu'on rencontre, de pouvoir être présente devant cette personne-là et d'être tout simplement là, sans notre trip à nous, et d'être réceptif à cette personne-là, ben déjà, je pense que on fait un gros bout de chemin à reconnaître cette humanité, cette interdépendance qu'on a entre les êtres. Puis ce que je dis là, ça ne veut pas dire d'accepter qu'est-ce qui se passe non plus. Mais en même temps, la situation se présente telle qu'elle est. On a pu dire oui, c'était mieux dans le passé, ça va être mieux dans le futur. Non, on est là dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut développer de la douceur envers soi-même, de pouvoir comprendre que oui, ça peut être touchant avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça peut être déstabilisant, ça peut être angoissant comme tel, et de reconnaître qu'on n'est pas les seuls dans ce bateau-là. Mais en arrêtant de rajouter de l'agression, de la calomnie, manque de respect, vraiment des aspects vils de notre humanité, en essayant de ne pas rajouter par-dessus ça, je pense qu'on fait un grand pas. Et puis, Shambhala, ce n'est pas une utopie non plus, mais s'il y a plus de personnes qui cheminent sur la voie, qui entrent en contact avec d'autres personnes, et si on peut comme créer un genre de... Mais c'est un peu subversif finalement, parce que c'est totalement contraire à comment le monde fonctionne en ce moment. Et puis, je lisais un livre qui m'a totalement bouleversé. C'est de Giuliano da Empoli. C'est Les ingénieurs du chaos. C'est une petite plaquette de rien du tout qui se lit très bien, qui explique le phénomène dans lequel on est en ce moment au monde, dans la géopolitique. Et puis, on peut comprendre un peu les mécanismes qui font qu'on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. Je le recommande vivement, Giuliano da Empoli, Les ingénieurs du chaos, parce qu'on est habitué dans une forme de politique où la physique était newtonienne, dans le sens que A égale un résultat B. Et puis, avec l'avènement des médias sociaux, les ingénieurs du chaos, je suis dans une chronique politique, sont dans la politique quantique. Dans le sens que dans la physique quantique, A n'égale pas toujours B.
parce qu'il y a tellement de fragmentation que même l'observateur qui observe des atomes qui sont divisés a une influence sur ce qui va se passer. Mais c'est un lien avec en tout cas, un mécontentement global de la population et certains algorithmes qui font cultiver, ils font que certaines personnes axent leur discours vers ce que les algorithmes donnent. Et ça donne beaucoup de succès, malheureusement, dans le monde de l'extrême droite, parce qu'il y a une montée de ça. Alors, celui-là est très, très bon. Mais nous, on peut être subversif aussi et de patauger dans ces plates-bandes-là en semant la douceur, en semant la bienveillance, en comprenant qu'on est tous des gens qui sont dotés de bonté fondamentale et puis que c'est une noble aspiration de vouloir développer ça comme tel, de la faire développer chez les autres. C'est ce qui a été un peu développé par Shogun Trungpa et Sakyong Mipham, c'est cette notion de commencer par soi et ensuite l'autre. Et avec cette citation, la société commence par toi et moi, c'est-à-dire la pièce élémentaire de l'ego qui va permettre de construire une société, c'est la relation entre toi et moi, puis un autre toi et moi, avec un autre toi et moi, etc. Et parce qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Et moi, quand j'ai découvert ça, que la société commence par toi et moi, ça m'a donné le mode d'emploi. Ouais. Si je ne suis pas capable de m'entendre avec mon voisin ou ma voisine, je ne vais pas créer une société. Enfin, je ne vais pas être du côté de la création d'une société libre. Et parce que souvent, on entend les gens dire oui, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. C'est rentrer dans ce dipôle, toi et moi, et puis essayer de le reproduire à l'infini. C'est peut-être pas dramatique comme résultat, mais une chose qui est certaine, c'est héroïque. Ça répond à la question, qu'est-ce que je peux faire? mais je pense que ça peut être aussi simple que de sourire aux marchands de légumes qui, de toute évidence, semblent avoir une mauvaise journée quand tu achètes les carottes et de sentir, d'avoir cette ouverture et de lui faire un beau sourire. C'est ce qu'on peut faire. Et puis on verra. Un sourire à la fois. Je pense que ça va être une belle façon de conclure cet entretien, de le terminer par un sourire, ensoleillé, puisque c'est ce qu'il y a sur nos pins. Ben ouais. nos épinglettes, pardon. Donc, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Non, j'ai pas de mot de la fin, j'ai un mot de début. C'est que la vie humaine, elle est très précieuse et puis c'est très court. Il nous reste combien de couchers de soleil à voir encore pour le restant de nos jours? Ou bien d'éclipses solaires? 5, 6. On n'a pas beaucoup de temps. Il y a un sentiment d'urgence et si on ne médite pas, je pense que c'est un bon temps pour commencer à méditer. Si on médite, je pense que c'est un bon temps pour continuer à méditer. Et puis, just do it. Merci. Merci à vous qui nous regardez, soit en direct, soit en différé, puisque cet entretien est enregistré et posté sur notre compte YouTube. Donc, on se revoit dans un mois, donc, puisque c'est toujours cette diffusion se fait toujours le premier dimanche du mois. Je te remercie vraiment beaucoup de t'être ainsi prêté à cet exercice qui n'est pas forcément facile, parce que ça va chercher des choses personnelles, plus ou moins, ça dépend des moments et des choses en question, enfin des fibres que ça fait
que ça met en œuvre. Mais ça nous permet à la fois de mieux nous connaître et puis de mieux faire connaître notre activité dharmique, comme tu l'as dit, aux personnes qui nous regardent, qu'elles soient pratiquantes bouddhistes ou pas du tout. Merci beaucoup, bonne soirée et donc à bientôt.